Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Hexagone Actualité. L'attention était à son maximum hier pour le vote de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. C'est en définitive l'article 49.3 qui a été utilisé pour faire passer le texte. Rappelons que cet article 49.3 de la Constitution française est une procédure parlementaire permettant au gouvernement d'adopter un texte de loi sans vote préalable de l'Assemblée nationale. Cette procédure est souvent utilisée pour faire adopter des textes controversés ou difficiles à faire passer en raison de l'opposition des parlementaires. Outre-mer News était sur place à l'Assemblée nationale, réaction virulente de plusieurs députés des Outre-mer. Eh bien, c'est un mépris de la démocratie. Ce sont des mauvais joueurs, ce sont des mauvais perdants, ce sont des mauvais coucheurs. Ils ont refusé d'aller au vote. Ils ont méprisé le Parlement. Ils ont méprisé les députés qui sont élus du peuple, qui ont une légitimité populaire. Aujourd'hui, nous avons affaire à un gouvernement de personnes qui sont nommées. Nous avons affaire à des personnes qui méprisent la démocratie sociale. Il y a une majorité de Français dans la rue, dans l'opinion publique et maintenant à l'Assemblée nationale pour dire non. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Nous avons déjà déposé une motion de rejet de ce texte. Eh bien, nous allons, et je vais plaider pour cela au sein du groupe Liberté Indépendante Outre-mer Territoire Lyot, pour que nous déposions une motion de censure, qu'elle soit transpartisane, portée par le groupe Lyot, pour que le vote qu'ils ne voulaient pas subir aujourd'hui, qu'ils le subissent dans quelques jours, pour qu'ils entendent le nom de la démocratie issue du peuple. On pensait que le gouvernement, c'est une difficulté de plus de ne pas avoir cette majorité pour voter tel texte. C'est un échec aussi, quelque part, pour le gouvernement et le président de la République. Ah ben oui, c'est un échec fondamental, un échec fondal, comme on pourrait dire, et ils doivent en tirer les conséquences politiques. Ils vont en subir les conséquences sociales, et aujourd'hui, à l'Assemblée, dès la semaine prochaine, ils vont en subir les conséquences populaires des députés, parce que nous sommes élus du peuple, parce que nous sommes légitimes, parce que nous incarnons ce que la République populaire veut, eh bien, par cette motion de rejet, nous rejetterons cette politique, ces attitudes. Ils considèrent la démocratie comme une ombre vague qui ne peut être utilisée que par opportunisme. Mais aujourd'hui, nous leur rappelons que la démocratie, c'est aussi l'Assemblée nationale. Max Bastien, c'est bien évidemment présent aussi à l'Assemblée nationale pour ce vote de la réforme des retraites, un vote qui n'a pas eu lieu puisque c'est le 49.3 que le gouvernement a décidé de déclencher. Une réaction, M. Batiazin? Oui, alors je ne m'y attendais pas vraiment. Je pensais qu'ils auraient trouvé franchement une majorité ou alors qu'ils auraient présenté ce texte au vote du Parlement, le lieu même de la démocratie. Mais il semble, depuis ce matin, depuis quelques jours, les choses s'agitaient terriblement, vu le nombre d'appels que nous avons reçus de toutes parts, de tout ministère, pour pouvoir essayer de trouver pour de leur part une majorité. Je savais bien qu'il se passait quelque chose. Et puis le moment approchait, puisque nous étions appelés à nous réunir à 15 heures. Plus le moment approchait, on sentait bien que le gouvernement était sur la corde raide. Mais le gouvernement, ils auraient pu faire un pas quand même vers la population, dans la mesure où on sait que c'est plus de 70% de la population qui était contre le 49.3 et la moitié de la population, plus de la moitié, est restée contre cette réforme. Cette réforme qui en réalité se fait au détriment des plus faibles, au détriment des plus fragiles. On met 2 ans de plus de travail et pour ceux qui sont dans la pénibilité, ceux qui sont des ouvriers, alors que de notre côté, les dividendes augmentent sans cesse. Il faut beaucoup plus d'équité. Moi, je ne parle pas d'égalité, mais d'équité au sein de cette société. Et on voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les plus faibles, les plus fragiles, les modestes attendent et ne voient rien venir, rien dans leur faveur. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement se trouve embarrassé aujourd'hui et que nous en sommes à ce 49.3. Alors évidemment, vous pensez que le fait que cet échec est dû aussi à de mauvaises explications, une réforme qui n'a pas été totalement claire dans l'esprit même des Français? La Première ministre a beaucoup parlé de concertation, mais de concertation, on en a prévu
il aurait fallu réellement entreprendre une concertation. Une concertation, c'est l'un fait un pas vers l'autre. Donc elle s'est concertée uniquement, non pas avec les présidents de groupe, avec les groupes, les différentes composantes de l'Assemblée nationale, avec l'aspiration du peuple, avec les syndicats, mais le gouvernement s'est concerté, on a l'impression, avec lui-même, dans la mesure où il n'a pas bougé d'un iota, et que si quelques concessions ont été faites, ça a été pour la droite, de toute façon. Donc l'allié que le gouvernement pensait être l'allié naturel, mais on a vu que beaucoup d'entre eux ont craint pour leur circonscription. Et à la fin, le gouvernement a bien senti, à l'approche de l'heure, le gouvernement a senti une certaine débandade et c'est pour ça que la première ministre a été obligée de déclencher le 49.3. Le député de la Martinique, Marcelin Nadeau, avec nous pour Outre-mer News au sein de l'Assemblée nationale où le 49.3 vient d'être ordonné pour passer ce texte de la réforme des retraites. Une réaction, M. Nadeau? Moi, je trouve que c'est un déni de démocratie. C'est vraiment un 49.3 de plus et un 49.3 de trop. Je m'interroge sur la légitimité même de ce gouvernement. Lorsque un projet de loi tel que celui-là est contesté dans la rue par la grande majorité des syndicats, au Parlement, à l'Assemblée nationale en tout cas, et qu'il se doute bien qu'il n'avait pas la majorité pour faire voter cette loi et qu'il décide de passer en force, pour nous c'est vraiment inadmissible et c'est un déni évident de démocratie que nous ne pouvons accepter, en tout cas nous qui sommes attachés justement aux valeurs démocratiques. Comment voyez-vous la suite des événements, des choses? Moi je pense que de toute façon il y aura, puisque la responsabilité du gouvernement est engagée, l'intergroupe NUPES ne manquera pas de déposer une motion de censure que nous voterons bien évidemment. Et puis il y a peut-être d'autres outils encore. En tout cas, nous userons et nous abuserons de tous les moyens parlementaires qui nous sont donnés pour tout faire pour faire capoter ce projet de loi scélérat qui nous obligera enfin à faire passer 2 années de plus à travailler ou 2 années de plus à cotiser pour avoir une pension de retraite digne. Quand on voit toutes les difficultés qui existent déjà dans nos pays, s'agissant de la modicité, je veux dire, des pensions, on ne peut l'accepter vraiment déjà en tant que démocrate, en tant que progressiste, mais aussi en tant qu'originaire des 10 Outre-mer, en tant que Martiniquais, je ne peux accepter ce projet de loi et c'est pour ça que je suis complètement solidaire des combats qui, notamment au niveau de la NUPES, se mèneront pour faire capoter ce projet de loi autant que possible. Voilà, Christian Baptiste, député de Guadeloupe, également présent forcément à l'Assemblée pour ce vote sur la réforme des retraites, un vote qui n'a pas eu lieu. 49.3, la réaction dans l'hémicycle, Christian Baptiste. Mais c'est un véritable fiasco, bien évidemment. C'est un constat d'échec. C'est un aveu de faiblesse de Macron et de son gouvernement. Mais surtout, c'est un mépris. Parce qu'il est 15 heures, dans la représentation nationale, le gouvernement n'est pas présent. Et donc, quelle estime que ce gouvernement a pour la représentation nationale? Je rappelle qu'il n'y a eu que seul vote. C'est au Sénat. Mais au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote. Alors que nous représentons le peuple. Nous avons été élus par le peuple. Et c'est l'attente du peuple. Et qu'est-ce que dit le peuple? À 70% contre cette réforme. Et dit-on même que 90% de ceux qui sont actifs, qui travaillent, sont contre cette réforme. Eh bien, le gouvernement et Macron n'ont pas entendu le peuple. Et il faut bien dire que lorsqu'on nous fait comprendre que oui, pas de compromis sans compromission, eh bien, il n'y a pas eu d'entente, il n'y a pas eu d'écoute de cette représentation nationale. Donc, je crois que c'est un constat d'échec pour ce gouvernement. Il a tout fait, mais c'est aussi une petite cabale, comme je le dis, entre les Républicains et aussi ce gouvernement. Car les Républicains n'ont pas eu le courage de voter contre, bien évidemment, en cas de dissolution, parce que sur le terrain, on leur a dit, vous ne serez pas réélus. Eh bien, en disant, voilà, l'accord c'est quoi? Vous passez le 49.3, ça c'est votre affaire, donc personne n'a voté. Derrière, s'il y a une motion de censure, mais rassurez-vous, nous n'allons pas voter cette motion de censure et tout le monde restera en place. Et concernant les départements dits d'outre-mer, nous, on va continuer à nous battre. Il est vrai qu'il n'y avait rien qui était prévu dans cette réforme pour les départements dits d'outre-mer. Je rappelle encore qu'effectivement, c'est quand même 9 à 17% concernant les pensions qui sont dessous de l'Hexagone. C'est quand même 10 à 19% de retraités
qui sont en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'en France hexagonale, c'est 1%. Concernant le minimum contributif, eh bien, c'est 24% en moins que nous avons. Ce sont des chiffres, et notamment les périodes trouées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les carrières hachées, mais c'est 3 fois plus dans les territoires, notamment en Guadeloupe, c'est 21%. Donc voilà tous ces éléments qui font que cette retraite, cette réforme n'est pas bonne et elle est brutale, elle est violente. Et justement, c'est pour encore rendre nos retraités encore plus pauvres et grandes, faire croître encore l'inégalité. Donc voilà la réalité, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à nous battre parce que nous sommes dans un système qui est véritablement toujours colonial, il faut dire les choses, qui est post-colonial, en tout cas néocolonial. C'est le même système et on a presque l'impression que le code d'indigenéité est toujours en œuvre, c'est-à-dire ne pas associer véritablement les acteurs du territoire aux grandes décisions. Et on nous impose des décisions verticales, et bien sortir effectivement de cette colonialité, c'est cela, hein, décoloniser, sortir de cette colonialité, c'est bien ce que nous voulons, sortir de ces schémas, de ces stéréotypes, où effectivement on nous envoie des responsables, on le voit d'ailleurs hein, au niveau de la gouvernance, et bien c'est cette volonté que nous avons de faire en sorte de nous faire entendre. Parce que souvent, je le dis, on me le dit que si on attend nos députés, mais il ne va pas écouter les autres, il ne va pas attendre les autres. Hein. Quand ça a servi, eh bien, c'est vrai qu'on constate qu'au niveau du sommet de l'État, on n'a rien à faire. Mais ce combat-là, si nous ne le menons pas aujourd'hui, mais qui va le mener demain? Mais nous allons continuer à le mener avec des armes justement, sortir encore, je dis, de cette décolonialité, sortir de ce code d'indigenéité encore qu'on veut nous imposer, de ce système. Eh bien, tout le combat, il est là et nous allons continuer. Alors, une toute dernière question, le cas d'une motion sociale déposée, allez, pour le cas de par Renaissance de Marine Le Pen, est-ce que vous allez voter la motion? La motion de censure, de toute façon, oui, parce que déjà, il y a la motion de rejet qu'il faut voter par deux coups de son, mais je crois que nous n'avons pas encore pris de décision au niveau du groupe pour savoir exactement qui dépose quoi, mais de toutes les façons, on a déjà compris la motion de censure, elle passera pas. Parce que finalement, on a compris que les LR, finalement, vont pas voter cette motion de censure pour justement rester en place. Donc, à la limite, la voter ou ne pas la voter, qu'est-ce que ça va changer? En tout cas, symboliquement, je crois qu'effectivement, il faut quand même donner un signal fort à ce gouvernement. Et moi, je suis prêt à la voter. Je ne sais pas que fera le groupe socialiste et apparenté. Moi, je suis quelqu'un, j'ai ma liberté aussi de vote. Et donc, nous verrons le moment venu ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes toujours à l'Assemblée nationale pour ce vote de la réforme des retraites, un vote qui n'a pas eu lieu puisque le gouvernement va utiliser le 49.3, une réaction Élie Califère, député de la Guadeloupe. Vous avez entendu d'ailleurs la première ministre déclencher ce 49.3. Écoutez, on a essayé de l'entendre. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait à l'Assemblée à ce moment-là, où la représentation populaire s'est sentie encore une fois bafouée. Écoutez, là, c'est un sentiment, on va dire que c'est un scandale démocratique, parce que là, ce n'est plus l'utilisation de l'arsenal législatif, mais c'est une propension condamnable du gouvernement à brimer la représentation parlementaire, à faire en sorte que le Parlement ne s'exprime jamais. Nous sommes au 11e 49.3. Et puis encore, cela veut dire que c'est un échec patent pour le gouvernement, qui non seulement n'entend pas la volonté populaire, 70% de la population refuse ce projet-là, mais il y a une belle unité des syndicats, bafoués, rejetés. La représentation populaire ne permet pas au gouvernement d'avoir une majorité, même dans ses propres rangs. Donc la logique, quand on obéit à la démocratie, c'est de retirer ce projet-là. Que fait le gouvernement? Il préfère encore une fois, pour la 11e fois, utiliser un 49.3 et brimer la parole du peuple portée par les députés. Alors évidemment, il y a toutes ces manifestations depuis plusieurs semaines maintenant, surtout l'Hexagone et notamment l'Outre-mer. Et alors, comment envisagez-vous, M. Califère, en tant que politique, la suite des événements, la suite des choses? Écoutez, je disais qu'il va falloir regarder et regarder ce qui se passe. L'histoire a déjà montré ça par le passé. Une marche un peu insidieuse de régime un peu autoritaire qui ne laisse pas la place à la démocratie. Et là maintenant, depuis 2 mois des manifestations,
depuis 2 mois aussi des tentatives pour chercher à faire entendre qu'il n'y a pas d'urgence sur les retraites et qu'il y a lieu peut-être de regarder un peu comment on peut offrir à ce peuple-là qui est brimé après Covid, après la crise, disons, de l'Ukraine, géopolitique russo-ukrainienne. Il y a quand même à entendre le peuple. Et là maintenant, le peuple, les syndicats vont faire leur part et il y a une motion de censure qui sera déposée. Et nous, avec notre groupe socialiste apparenté, nous l'avions déjà annoncé, nous allons travailler sérieusement, disons, au RIP, un référendum d'initiative populaire. Il faut redonner la parole au peuple. Il faut que le peuple ait la parole à un certain moment. Il appartiendra à l'ensemble des députés de comprendre ce qui se joue ici. Est-ce qu'on aura l'occasion de faire notre mission, c'est-à-dire porter des lois qui, disons, iront et vont dans le sens de ce que demande le peuple. Nous sommes mandatés pour représenter le peuple et pas pour être dans des motions de censure sans arrêt par ce gouvernement-là qui brime même sa propre majorité qui n'est pas d'accord avec un texte de loi. Donc je crois qu'il faut regarder avec attention et que le peuple tout entier, en Guadeloupe et ailleurs, puisse montrer son rejet de cette forme de gouvernement qui est là de façon lancinante et qui met de côté la représentation nationale. Merci Edith Kalifer. Une toute question. Christian Baptiste disait qu'il n'y avait pas eu de volet spécifique au niveau de la réforme pour les Outre-mer. Un avis que vous partagez? Mais écoutez, on a eu l'occasion de le lire, sur tous les textes de loi, il y a l'Outre-mer qui est carrément absent. Voilà, absent, mais vraiment absent. Et les tentatives que nous avions tentées sur ce projet-là, comme sur d'autres, nous renvoyaient au SIOM. Alors bon, maintenant on continue à travailler le SIOM, et avec la présidente de l'Assemblée nationale, madame la première ministre aussi, il y avait un engagement à faire en sorte que désormais, les textes qui sont présentés puissent entendre l'outre-mer, puissent concerner l'outre-mer. Aussi, serais-je tenté de dire l'outre-mer aussi, et pas que les députés de l'ultramarin soient là simplement à dire, écoutez, nous sommes là, voilà notre problématique. La République doit appréhender l'ensemble de son territoire. Toujours à l'Assemblée nationale pour ce vote concernant la réforme des retraites, un vote qui n'a pas eu lieu cet après-midi puisque le gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3. Denis Ajar, le député de la Martinique, notre compagnie, alors une réaction après cette décision de la Première ministre? Écoutez, moi j'étais venu voter contre la réforme des retraites. Malheureusement, en tant que représentant du peuple, mais également en tant que représentation nationale collectivement, la démocratie n'a pas joué puisque nous n'avons pas pu nous exprimer et voter. C'est ce qui est dommage. Le 49.3 a été déclenché, donc on va dire que la réforme est adoptée de force. Aujourd'hui, je pense que la parole doit toujours revenir au peuple, dans le respect de la démocratie, mais aussi dans le respect de la paix, de la pacification, pour toute forme de violence, personnellement. En tant que progressiste, c'est ce que je dis. Il y a des outils qui nous permettent encore de donner au peuple la possibilité de s'exprimer à travers un RIP, un référendum d'initiative populaire. Donc je pense qu'il va falloir aller dans cette voie-là pour que le peuple puisse également s'exprimer sur ce sujet-là. Alors, en tant qu'élu et en tant que politique, que pensez-vous de ces manifestations qui ont rassemblé quand même des milliers de personnes pendant plusieurs semaines, rarement vues? Oui, la colère s'exprime. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une colère à la fois de celles et ceux qui manifestent et qui le disent et qui physiquement sont présents, mais aussi à travers celles et ceux qui ne sont pas nécessairement présents dans les manifestations, mais qui n'en pensent pas moins parce qu'effectivement, cette réforme appelle on a l'impression que cette réforme est très injuste, elle est inadaptée et puis surtout elle n'est pas urgente. C'est pas les 13 milliards, les 15 milliards, les 150 milliards de trous qui posent vraiment problème. C'est la problématique de la santé dans les hôpitaux, la santé publique, c'est la problématique du chômage, la problématique du changement climatique. C'est ça les priorités. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a des moyens de trouver les 150 millions, les 13 milliards. Hein. Ça représente à peine 0,5 à 1% maximum du budget de l'État. Très franchement, c'est pas ça qui pèse dans le poids. Donc nous n'avons pas compris l'urgence, nous n'avons pas compris l'obligation d'imposer même à celles et ceux qui veulent partir à 61 ans, 62 ans, parce qu'ils ont les 43 années d'annuité de cotisation réglées, on leur impose quand même de continuer à travailler. Cela paraît injuste, surtout quand on voit que les très grandes entreprises, que la haute finance font des bénéfices faramineux, notamment en période de crise. Pendant mon cas souffert, comme on dit, eh bien, il y en a qui deviennent très riches
Et je pense que l'argent, il faut le chercher là où il est, c'est-à-dire chez les très riches. Alors justement, une question, parce que vous avez initié une commission d'enquête au niveau de la vie chère en Outre-mer, comme ce qui a été annoté. Où sont les travaux? Mais écoutez, les travaux ont démarré ce matin. Il y avait quand même un certain nombre de députés, beaucoup de questions, et on sent qu'il y a une envie, une motivation. J'ai été nommé rapporteur de cette commission, donc nous suivons. Nous mettons en place à la fois la méthode, mais également le planning de travail avec la présélection des structures à auditionner pour ne rater, on va dire, aucune ressource nécessaire à déterminer les mécanismes, le diagnostic et les solutions, sachant qu'il faut travailler sur l'association du niveau de revenu, du niveau des prix, mais aussi du niveau de service public d'État et du niveau de service public des territoires, donc des collectivités territoriales. C'est ce cocktail-là qui représente un coût de la vie excessif, dont l'une des conséquences est la vie chère, parce qu'il y a d'autres conséquences comme l'insécurité, comme les crises sociales, comme la crise économique et voire même des crises autres qui sont issues de ce coût de la vie qui est excessif dans nos territoires de manière structurelle et conjoncturelle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.